Quelle est l'actualité d'un ancien prix Goncourt? Prenons l'exemple de Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012. Jérôme Ferrari est professeur de philosophie et corse. Cette année sont sortis de lui un roman, à son image, et en poche un recueil de chroniques hebdomadaires, Il se passe quelque chose, chroniques qu'il écrivait pour La Croix de janvier à juin 2016. Les livres de Jérôme Ferrari sont édités par Actes Sud. Le roman, à son image, a été récompensé par le prix littéraire du Monde. Il a 2 sujets, la Corse et la photographie. L'auteur est très engagé dans son île et raconte là des moments des mouvements indépendantistes. Engagé mais critique. Son personnage principal, Antonia, est la compagne d'un combattant. Elle est photographe, se retire peu à peu de la lutte, la regarde de plus loin, professionnellement. Il y a des passages extrêmement intéressants sur la place des femmes dans ces mouvements auprès de ces jeunes militants. Antonia, la jeune femme photographe, a des ambitions, mais est journaliste locale. Elle veut plus et s'en va en Yougoslavie pendant la guerre qui défera ce pays. Cette envie de photos, de reportages, de vie pleine amène Jérôme Ferrari à évoquer les destins de photographes de guerre qui ont réellement existé, comme Dan McCullin. Peut-être plus intéressant encore sont ses chroniques pour La Croix. Il s'y montre pertinent, impertinent, caustique, mais tellement juste. Ainsi, son texte du 29 février 2016 sur la réforme de l'orthographe et ses élèves, sur les mots et les hommes politiques. En voilà un extrait. Je venais d'attirer leur attention sur le fait que rationalité ne prenait qu'un seul N, alors qu'il en fallait 2 pour écrire rationnel, ce que la raison se trouve précisément incapable de justifier. Et nous en sommes venus à évoquer la réforme de l'orthographe. À ma grande surprise, ils manifestèrent unanimement leur hostilité à toute perspective d'évolution, si minime fût-elle, avec une telle virulence que j'eus l'impression étrange d'être assailli par une meute d'académiciens déchaînés. Je tentais évidemment de faire valoir que, pour autant que je pusse en juger, d'après leur production écrite, une simplification d'orthographe me semblait aller dans leur intérêt. Mais, balayant avec mépris ce vulgaire argument pragmatique, ils demeurèrent intraitables, ce qui est du reste tout à leur honneur. Les plus exaltés invoquèrent un amour de l'étymologie que je ne leur soupçonnais pas. Je ne prétends pas percer les ténèbres de la psychologie lycéenne et, ne disposant d'aucune explication de cet attachement désespéré à des règles que, par ailleurs, on ne maîtrise qu'imparfaitement, je ne peux que réitérer l'expression de ma plus totale surprise. J'enseigne depuis 1989. Je constate, à l'instar de tous mes collègues, une baisse ininterrompue du niveau en orthographe, pour ne rien dire de la syntaxe. C'est très certainement fâcheux. Je ne suis pas certain que ce soit tragique. L'école doit, me semble-t-il, faire face à des problèmes autrement plus profonds, ce dont je parlerai peut-être une autre fois quand j'aurai rompu mon vœu de légèreté. Et si la langue est menacée, c'est certainement moins par la graphie incongrue dont l'affublent les élèves que par l'usage qu'en font les élites politiques et médiatiques. On comprendra, je pense, que les guillemets s'imposent. Regardez les unes de la presse hebdomadaire, écouter un journal télévisé ou lire Nicolas Sarkozy, c'est pénétrer dans cette zone où le lien ténu, qui lie tant bien que mal les mots aux choses, a achevé de se dissoudre. C'est aussi franchir constamment la frontière qui sépare la nausée de l'éclat de rire, comme lorsqu'on apprend que Jean-François Copé est un grand brûlé de la politique. Encore n'a-t-on affaire ici qu'à une hyperbole, certes indécente et grotesque, mais à peu près compréhensible. En revanche, quand Manuel Valls estime, en réponse aux critiques de Martine Aubry, qu'il faut que tout le monde assume ou se réclame de la gauche du XXIe siècle, il est parfaitement clair qu'il n'y a plus rien à comprendre, si ce n'est que le Premier ministre est un homme de caractère, que les idées ringardes n'impressionnent pas et qui ne s'en laisse pas compter. Ce n'est pas la gauche en tant qu'idéologie que je cherche à défendre ici, mais seulement le sens des mots, qui se trouve désormais, dans le discours politique, totalement occulté par leur connotation psychologique. Les mots ne font plus signe que vers l'image de celui qui les emploie. Le règne des éléments de langage va donc de pair avec cette personnalisation à outrance, matinée de sentimentalisme impitoyable et dégoulinant, que Nicolas Sarkozy incarna à la perfection, mais dont il ne saurait être tenu pour le seul responsable, comme nous avons eu amplement l'occasion de l'apprendre depuis 2012. Des esprits chagrins et rétifs à la légèreté pourraient même voir dans ce phénomène un symptôme de la disparition de l'espace politique.
Opinion pessimiste que nous nous garderons bien de partager. Ce qu'on peut constater, en revanche, sans l'ombre d'un doute, c'est que la langue utilisée dans le débat public exhale un parfum fort désagréable, comme si la rigidité des formules toutes faites et lieux communs qui la composent était déjà celle d'un cadavre. Dans ces tristes circonstances, je suis heureux et fier d'annoncer que les forces vives de la nation, mes élèves en tête, sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour que Nénuphar ne se voit pas scandaleusement privé de son PH et qu'Oignon conserve son mystérieux I. Qui peut nier que ce soit une bonne nouvelle? Excellent, non? Pour finir, nous entendrons de la polyphonie corse. Elle sert, comme dans le roman de Jérôme Ferrari, à accompagner des mariages et des enterrements. Elle est constituée d'au moins 3 voix, une voix de leader qui porte le chant, une voix basse et celle qui enjolive le tout. Au revoir.